Bonsoir à tous. Un parc d'attractions pour moi toute seule, ou presque. C'est un rêve d'enfant que je vais réaliser aujourd'hui dans ce parc qui est le deuxième le plus fréquenté en France avec près de 2 millions de visiteurs par an. Alors je vais vous faire découvrir les coulisses des attractions, dont la dernière en date qui est derrière moi, un grand 8 à la mode égyptienne. Vous verrez ce qui se passe lorsque le dernier visiteur est parti, comment on gère la maintenance de 35 attractions et comment on s'occupe de 3 générations de dauphins. Au sommaire de ce numéro spécial Évasion également, c'est une grosse tendance pour ceux qui veulent passer des vacances hors des sentiers battus. Le voyage sur mesure, combien ça coûte? C'est à suivre dans quelques minutes. Et puis ça arrive aussi malheureusement un voyage organisé ou de dernière minute qui tourne mal. Que faire si cela vous arrive? On vous donnera le mode d'emploi. Le parc des Gaulois, juste pour mes yeux, c'est le privilège que j'ai aujourd'hui. Malgré ses 20 ans d'existence, le parc continue de bien marcher. L'an dernier, il est passé devant le Futuroscope en fréquentation, juste derrière Disney. Son directeur général va m'expliquer l'économie du parc. Alors Pascal, vous êtes le deuxième parc d'attractions en France. Quel poids vous représentez en termes de chiffre d'affaires et de visiteurs ? En termes de chiffre d'affaires, sur une année, c'est 72 millions d'euros et en termes de visiteurs, c'est un peu plus d'1 700 000. Et ce chiffre d'affaires, il se décompose comment? Il se décompose grosso modo pratiquement 60% au titre de l'admission, 25% au titre restauration et boutique, et ensuite 3,5% sur l'hôtel et les petits revenus annexes, les activités sur le lac, les photos qui représentent de 10 à 12%. Et est-ce que vous avez le même type de clientèle que le numéro 1? On est différent et du coup on a aussi une clientèle différente. Il faut voir qu'au niveau étranger ça représente 10 à 14% avec beaucoup de francophones, donc des Belges, des Luxembourgeois. Beaucoup moins que dans le parc de la Souris. Vallée, voilà. Et aussi nous avons une clientèle qui est une clientèle qui vient beaucoup plus à la journée, qui vient moins sur un séjour. Et alors combien il dépense le visiteur qui vient? C'est un peu plus de 40 euros. Un peu plus de 40 euros. 44. Alors l'entrée est à 44 euros. Vous avez beaucoup d'offres sur Internet, vous avez aussi des comités d'entreprise qui abondent dessus. Et en fait, ce dont on s'est aperçu, c'est que de toute façon, la dépense moyenne est à 42 euros. Donc tous les gens qui ont bénéficié d'offres spéciales, de toute façon, dépensent aussi en restauration, dépensent aussi dans les boutiques, qui sont plus sur un angle souvenir et gadgets. Et du coup, ça contribue aussi au résultat. Est-ce que vous avez ressenti l'impact de la crise sur la fréquentation? Pas vraiment. Parce que quand vous avez une nouvelle attraction, que vous créez un nouveau marché, un nouveau public, de toute façon, l'engouement va suivre. On le sent un peu plus sur la dépense visiteur. Parce que notamment sur les souvenirs, dans les accessoires boutiques, on fait un peu plus attention. Et pourtant, vous avez augmenté l'entrée de 10%. Ça n'a pas joué. Oui, on a augmenté la taille du parc de 10%, l'attractivité du parc, je n'ose pas le dire parce que c'est peut-être de 25 ou 30%, tout en limitant le prix, l'augmentation de prix à 10%. Qu'est-ce qui coûte le plus cher finalement sur ce parc? Dans les grandes dépenses, c'est avant tout les amortissements, donc les investissements. Ensuite, ce sont les frais de personnel. Un parc, ça tourne avec beaucoup de collaborateurs. La sécurité, c'est très important et nous avons une chance. Nous sommes un parc saisonnier. Donc du coup, nous pouvons tout démonter l'hiver et nous bénéficions de l'expertise des gens de la montagne parce que les stations de montagne, ça existe depuis bien plus longtemps que les parcs d'attractions. Encore une fois, votre maison mère, elle est à la fois dans les remontées mécaniques et puis dans les parcs d'attractions. Nous sommes la Compagnie des Alpes, oui, qui partage justement entre les 15 domaines skiables et les 15 parcs d'attractions. Et cette expertise, on la retrouve en fait sur les rails, sur les trains, sur les roulements. C'est un peu la même chose que sur les télécabines, les téléphériques et les funivales. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas d'équipement en panne, par exemple, au moment où il y a des visiteurs? Nous avons vu la différence. Depuis que nous avons pris le contrôle du parc Astérix, nous nous sommes aperçus que nous avions une maintenance qui était beaucoup plus fiable qu'elle ne l'était avant. Pour la nouvelle zone égyptienne, qui comprend une nouvelle attraction, vous avez mis le paquet, 20 millions d'euros. Est-ce que ce sera rentable rapidement? Écoutez, nous, on attend un retour sur 4 ans. Et qui s'explique bien puisque nous sommes sur un trend de gagner 200 000 visiteurs en plus par année. Grâce à cette nouvelle attraction? Grâce à ce nouvel univers. C'est plus qu'une attraction. C'est vraiment le nouvel univers égyptien. Et quand vous savez que 200 000 visiteurs avec un tarif moyen de 42 euros, ça fait plus de 8 millions d'euros par an. L'attraction a coûté 20 millions, donc au bout de 4 ans, elle est déjà rentable. Le parc a bientôt 25 ans. Vous avez des projets? L'année prochaine, vous avez des projets? Beaucoup de projets, justement, élargir le parc sur la famille avec un nouvel univers. On ne peut pas en parler maintenant, c'est encore le grand secret. Mais je peux vous dire quand même que l'idée fixe sera au cœur du parc, parce que c'est justement l'emblème du petit chien qui plaît à tout le monde. Le petit chien d'Obélix, donc. Merci beaucoup. On va continuer l'exploration du parc et puis on va rester dans cette thématique vacances. Alors, si vous optez pour un voyage tout compris ou organisé,
attention, car parfois les mauvaises surprises sont au rendez-vous. Que faire si ça vous arrive? Voyez le reportage de Sylvie Deleuil. Vacances pas chères, vacances dernière minute, vacances tout compris. Difficile de résister aux offres alléchantes des voyages au forfait. Pourtant, les surprises peuvent survenir là où on ne les attend pas. C'est ce qui est arrivé à Pierre l'an dernier. Il avait réservé sur un site de dernière minute une pension complète dans un village club du sud de la France avec sa femme et ses 3 enfants pour 5 400 €. C'est un truc de fou, hein, quand vous payez ce que vous payez. Dès leur arrivée, ils se retrouvent logés dans un bungalow non rénové, exigu et en mauvais état. Cerise sur le gâteau, ils ne sont pas seuls dans l'appartement. Vous arrivez, vous rangez vos vêtements et vous vous rendez compte très peu de temps après que c'est plus une pile de vêtements que vous avez, mais une fourmilière. Vous allez le signaler et on vous tend royalement 2 bombes d'insecticides. Débrouillez-vous. Le catalogue montrait ça. Ça, c'est juste l'escalier de descente. Vous le prenez, vous le levez, vous le retirez, vous le jetez dans l'eau. Si vous la mangez, celle-là, je vous invite au resto. Elle est crue. À leur retour, Pierre écrit 2 courriers, l'un au site vendeur du séjour et l'autre au responsable du village, en joignant un CD-ROM de photos et vidéos. Le responsable du village n'a pas répondu. Quant au vendeur du séjour, il a dit n'avoir pas reçu le CD-ROM. Ce sont des manœuvres dilatoires et on sait très bien que les services clientèle traînent pour répondre à la première demande, qui se mettent à bouger peut-être à la 2e ou la 3e parce qu'ils savent pertinemment qu'un certain nombre de personnes vont abandonner faute de réponse et que ce sont les plus accrocheurs finalement qui iront jusqu'au bout. Mais sur 10 mécontents, 1 va véritablement jusqu'au bout de sa démarche. Si Pierre n'obtient pas de réponse satisfaisante à son courrier, il peut, dans un délai de 60 jours, se tourner vers le médiateur du tourisme et des voyages. Le client d'un opérateur français doit aller sur le site internet pour remplir un formulaire de plainte. Ensuite, nous vérifions sur les conditions de recevabilité sont respectées, à savoir être passé d'abord devant l'agence pour essayer de résoudre le problème, et ensuite que le litige ne soit pas produit 1 an avant. Nous émettrons un avis, et il est accepté dans plus de 80% des cas. Si toutes ces initiatives n'aboutissent pas, il reste la solution des tribunaux. En matière de voyage, ce sera souvent la juridiction de proximité qu'il faut saisir. C'est une juridiction qui fonctionne assez bien, qui arrive à trancher en quelques mois et qui est gratuite pour le consommateur. C'est ce qu'a fait Christelle et elle a obtenu gain de cause. En septembre 2011, elle réserve pour février 2012 un séjour dans un 5 étoiles idéalement placé au Mexique pour 4 343 € le pack de 9 jours pour 3 personnes. Mais la veille de son départ, Christelle est contactée par le service client qui lui annonce l'impossibilité technique de l'accueillir à l'hôtel comme prévu. À la place, on lui propose un hôtel équivalent sur une plage avec quelques rochers, lui précise-t-on. Cette consommatrice aurait tout à fait été en droit de demander l'annulation du voyage et donc le remboursement. Maintenant, il faut se mettre à sa place, ça voulait dire des vacances gâchées. Du coup, Christelle part quand même, mais à son arrivée... Ça a été le désenchantement. Un hôtel fantôme, si on était 50 au maximum. Pas de plage, dévasté en 2005 par un énorme cyclone qui a dévasté plus de la moitié de l'hôtel. Pire, le représentant sur place insiste pour que Christelle signe un papier de désistement. Si je signais, j'acceptais ce changement et ce n'était pas le cas. C'est quelque chose de tout à fait légal. En revanche, la pratique de faire signer un petit peu de force sur place, quelque chose qui vous fait accepter quelque chose que vous n'aviez pas envie d'accepter, c'est tout à fait possible de refuser, évidemment. Personne ne peut vous obliger à signer un protocole d'accord. Il faut le signer quand vous acceptez la proposition de remplacement. Elle a eu raison de ne pas le signer. C'est presque un aveu de la reconnaissance de culpabilité de la part du voyagiste qui sait très bien qu'il n'est pas tout à fait dans son droit. Finalement, Christelle a découvert que l'hôtel de départ avait en réalité procédé à du surbooking et que l'hôtel de remplacement n'était pas de la même catégorie. De retour en France, Christelle a assigné le prestataire du site devant la justice de proximité et malgré des intimidations en tout genre, elle a gagné. L'agence a dû lui payer 3 410 € de dommages et intérêts. Alors, pour essayer d'éviter au maximum les mauvaises surprises, voici quelques règles à suivre. C'est bien de regarder le descriptif, c'est d'aller se balader sur le site, c'est de regarder qu'est-ce qui est proposé. Une vue mer, c'est pas un accès mer. On vérifie qu'on a bien affaire à une agence de voyage, surtout quand on est en ligne. On regarde bien qu'il y a un numéro d'immatriculation. Autre conseil, méfiez-vous des avis de consommateurs et des sites de comparateurs en ligne. Tout le monde imagine que ces comparateurs couvrent l'ensemble du marché ou sont tout à fait neutres, alors qu'on sait très bien que pour figurer sur ces comparateurs, il faut souvent payer. Et évidemment, ceux qui ont payé sortent dans les premières pages de ces comparateurs. Et enfin, bénéficier d'un
d'un mail de confirmation pour être sûr que sa réservation a bien été enregistrée. Et puis, pensez à la bonne vieille méthode. Allez dans une agence de voyage, posez des questions, regardez les catalogues. Rien ne remplace un vrai dialogue face à face. Je continue ma visite du parc Astérix ouvert spécialement pour l'équipe de C'est notre affaire. 80% des visiteurs du parc vont voir le spectacle des dauphins. 9 d'entre eux vivent ici, dans ce delphinarium. Rencontre avec la chef des soigneurs, la suédoise Birgitta. Alors Birgitta, là on arrive au moment où on leur donne à manger, hein, oui, à ces on dauphins. donne à manger, on fait l'apprentissage, les nouveaux exercices et les anciens exercices aussi qu'ils connaissent. Tous les jours, ils ont une séance d'entraînement, d'apprentissage comme celle-ci. Ah oui, c'est important, c'est un animal intelligent, il adore le contact avec les soigneurs, c'est vraiment le bon moment pour les dauphins dans la journée. Donc quand le parc est fermé, on fait 5 à 6 apprentissages dans la journée. Donc vous, c'est 365 jours par an avec Absolument. les dauphins ici. Il n'y a pas une seule journée que les dauphins sont seuls, même de jour de Noël, Nouvel An, il y a une équipe ici pour s'occuper des dauphins. Alors, est-ce qu'ils vous connaissent tous et est-ce que vous aussi, vous connaissez leur nom, oui, vous y êtes attachés? C'est vos bébés, quoi. Je passe plus de temps avec les dauphins que je passe avec ma famille. Donc, je connais les dauphins parfaitement et eux nous connaissent aussi. Hein. Ici, avec quel soigneur ça se passe, un petit bêtise, avec un autre soigneur ça passe pas. Donc, ils nous différencient très très bien. Ils sont très intelligents, hein, les dauphins, dauphins, c'est leur réputation. Vraiment, ils aiment bien tricher, nous faire des petites farces. Un anecdote, c'est par exemple qu'il y a quelques dauphins qui n'aiment pas trop leur calamar. Donc on a un trou dans le bassin où l'eau salée sort. Et un jour, un seigneur qui passe en nagant devant et dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» On met les mains dans le trou et on sort plein vieux calamars, donc ils sont cachés parce qu'ils ne savent pas quoi. Non, non. Et l'entretien d'un bassin comme celui-là, parce que vous le disiez, hein, c'est ouvert toute l'année. Oui. Ça représente combien comme coût? Donc l'entretien, exploitation des dauphins, les soigneurs, tout ça, c'est 660 000 par an. Il faut ajouter donc 300 000 euros pour les bâtiments, le chauffement l'eau. Que chauffer l'eau, c'est 200 000 euros par an. Donc en total, on arrive à 960 000 euros Près par d'un an. million d'euros Ouais. juste pour ce bassin-là. Ouais. Mais quand on aime, on compte pas. Donc... Oh, c'est génial là. Ah, ça y est. Donc là, c'est prévu dans l'entraînement. Ils sautent. Voilà, c'est l'exercice physique pour les dauphins. Le soigneur aussi, il adore tout ce qui est mouvement rapide, bouché. Il adore ça, les dauphins. Elle est à combien l'eau? Il est toujours à 14 degrés. Si on a la chance, on peut arriver à 24, 25 l'été. Il y en a qui sont là depuis le début? Oui, Brahma, il est arrivé 88, au même temps que moi, ici au parc Astérix. Après, il a fait les petits, beaucoup petits. Donc aujourd'hui, on a 9 dauphins dans notre bassin. Mais on a des autres qui sont nés et on fait pour d'échanges génétiques, on fait des échanges avec des autres delphinariums en Europe. Pour éviter la consanguinité, ce qui est le ouais. problème en captivité souvent. On fait un échange intelligent. Ça veut dire quoi? Bon, ils chantent. Est-ce qu'il y a des inconvénients quand même liés à leur captivité? Des maladies particulières? Parce que ils sont dans du chlore quand même, c'est pas trop leur environnement Il y a moins de naturel. chlore dans nos bassins que dans une piscine publique, par exemple. Oui. Donc, c'est vraiment pas... Et tout ça, c'est contrôlé. On ne peut pas tricher, on a une règle à suivre. Avec le service vétérinaire qui vient régulièrement contrôler nos delphinariums. S'ils ne sont pas heureux ou pas en bonne santé, on ne peut pas arriver à... On les verrait pas jouer comme ça. Ah non, mais c'est impossible. Alors, est-ce que je pourrais aller toucher un dauphin? C'est un rêve d'enfant. Oui, on va aller à côté Julie, on va voir si c'est un dauphin qui veut bien faire un petit câlin. Oh là là. Alors c'est qui là? C'est qui? Qu'est-ce que je vais caresser? Aya. Aya? Aya qui est, voilà. Aya qui est née ici au parc. C'est trop mignon. C'est tout Elle a doux. 17 ans, oui, c'est 17 tout doux. ans. Hein. 17 ans, et elle a à côté, elle a son petit taille. Ah, ça c'est le bébé? Ouais. Ah d'accord. Oh là là, trop mignonne. Bon, bah écoutez, belle, hein. Birgitta, j'ai réalisé un rêve d'enfant grâce à vous. Merci beaucoup. Coucou. Vous n'aimez pas les vacances en troupeau, vous préférez les voyages sur mesure. Est-ce abordable? Quelles sont les formules qui sont proposées? À quel prix? Y a-t-il des astuces pour payer moins cher? Voyez le reportage de Margot Lemoine. C'est la fin des vacances pour Odile et Alice. Mère et fille reviennent tout juste d'une semaine au Népal. Un voyage sur mesure en famille qu'elles avaient réservé via une agence spécialisée. D'une part, j'aime pas les groupes. D'autre part, j'ai très peu de temps.
le plus efficace, c'est d'avoir quelque chose de très personnalisé. Oui, et puis ça nous a permis d'avoir un voyage bien pensé, flexible, combiné avec une obligation professionnelle. Donc on a pu voir le maximum de choses en une semaine et en même temps à notre manière. Avec une croissance de plus de 15%, le voyage sur mesure sur le net est en plein boom. Même les tours opérateurs s'y mettent et proposent des prestations individualisées. Avec plus de 120 000 clients par an, cette agence leader du secteur a fait du voyage sur mesure sa spécialité. Les clients peuvent aujourd'hui trouver un hôtel, trouver un vol, trouver un transfert par eux-mêmes. Donc ce qu'ils vont attendre d'un voyagiste, c'est de la personnalisation ou de l'exclusivité produit. C'est-à-dire un produit qu'ils ne trouveront pas eux-mêmes, parce qu'on ne le trouve que chez ce voyagiste, ou un service, parce que eux-mêmes ne sont pas compétents pour savoir quel hôtel choisir ou quelle région parcourir et de quelle manière. Et voici les nouvelles destinations phares. USA, Brésil, Inde et Afrique du Sud. Des prestations adaptées à chacune de vos envies, une découverte du pays au rythme qui vous convient, avec un transport individualisé, autant de services qui ont un coût. Cette agence prend en moyenne 20% de marge sur le voyage fourni clé en main. 500 € pour un voyage à 2000 € prix coûtant. Mais alors, est-ce vraiment accessible à toutes les bourses? On va adapter notre voyage au budget du client. Ce sera plus cher qu'un voyage qui n'a pas le même contenu. Un voyage sur vol charter, non modifiable, sédentaire, ne se compare pas à un voyage itinérant. Après, sur la façon dont on construit nos voyages, on négocie nous-mêmes nos achats auprès des hôtels en direct. Donc des prix que n'ont pas forcément les clients de la même manière s'ils s'adressent à l'hôtel en direct. Encore plus innovant, le voyage sur mesure par thème et affinité. Un nouveau concept tout juste lancé par cette start-up qui a créé un réseau social de voyageurs qui peuvent se regrouper par centre d'intérêt. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne vend rien. On met en relation des voyageurs passionnés qui se rencontrent sur la plateforme avec des spécialistes sur place qui proposent des voyages articulés autour de thématiques très fortes comme la plongée, le trekking, l'œnologie et adaptés au profil des membres de la plateforme. Autre avantage, le prix. 15 à 30% moins cher que les tarifs affichés par les tours opérateurs. Exemple, avec ce voyage au Brésil en buggy avec chauffeur, facturé 2250 € hors billet d'avion. Sur ce site, le même voyage est proposé à 1049 € par une agence locale en direct. C'est justement en supprimant des intermédiaires qu'on arrive à afficher des prix aussi bas, avec un facteur groupe, car à partir du 6e voyageur, le groupe paye encore moins cher. Adrien et Quentin sont tous les deux passionnés de photos. Et voici leur offre coup de cœur du moment. Un voyage en Roumanie pour perfectionner leur technique photographique à 996 € la semaine. Pour faire baisser le prix, ils peuvent inviter d'autres membres de ce site internet à se joindre au voyage. Ensuite, il ne reste plus qu'à sélectionner les profils. Là, on est en train de chercher des gens qui ont à peu près le même profil que nous pour partir sur ce voyage de photographie. On cherche des gens qui ont à peu près le même secteur d'activité que moi et qui habitent Paris que je puisse revoir. Mais si en plus de ça, on peut trouver dans le groupe des jeunes célibataires comme moi, pourquoi pas? Autre thématique très en vogue, le tourisme équitable et solidaire. Cette association rassemble 35 voyagistes engagés à respecter une charte basée sur des critères éthiques rigoureux. Le tourisme équitable et solidaire, c'est un voyageur, disons, qui va à la rencontre des populations de pays en développement, dans des zones qui sont la plupart du temps des zones non touristiques, et qui, par son activité, par sa rencontre avec les habitants, génère une dynamique économique locale. Et donc 5% du prix du voyage est reversé dans un fonds de développement qui est géré démocratiquement par les communautés locales. Et Solène, justement, a tenté l'expérience il y a 2 ans au Pérou. Un voyage qui a déclenché chez elle un véritable engagement au point qu'elle est devenue à son retour bénévole de l'association. Je suis partie de moi avec la possibilité d'aider les enfants dans une association locale, ensuite de découvrir le pays en étant plutôt dans le cadre de communauté, de vie chez l'habitant. Donc j'ai vraiment eu la sensation de découvrir le pays dans toute son authenticité. Attention aux idées reçues, le tourisme solidaire n'est pas de l'humanitaire. Et libre à vous de choisir le niveau de confort souhaité. Avec la création de cette nouvelle filière, 1 million d'euros ont déjà été reversés à des fonds de développement. 20 millions d'euros.
€. Jamais la Compagnie des Alpes, propriétaire d'Astérix mais aussi du Futuroscope et de Walibi, n'avait autant investi dans une attraction. D'une longueur d'1 kilomètre et d'une hauteur de 40 mètres, ce Grand 8, inspiré de l'Égypte, a fait frissonner 1 million de visiteurs depuis son ouverture il y a un an. Je rencontre ceux qui sont aux petits soins pour cette attraction tous les jours. Alors Frédéric, le parc est fermé, mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas des réglages, hein. Et là, on voit un des trains qui est en train d'être testé. Là, il se passe quoi? Là, on va tout simplement chauffer le train pour l'apprendre à tourner normalement, c'est-à-dire qu'il va falloir le faire cycler pour vérifier que tout va bien sur les roulements, sur les roues et qu'on n'a pas de problème de vitesse. Ça se fait tous les combien, ce genre? Ça se fait tous les jours. À tous les jours, on règle comme ça. Et alors tout à l'heure, on a vu un autre train passer avec des personnages dedans. Ça sert à quoi? Il faut imaginer qu'il est chargé, qu'on a le bon poids qui va donner la bonne vitesse et donc la bonne vitesse sur l'ensemble du circuit. Donc ce sont des mannequins qui ont le poids d'un... On est en moyenne à 70-80 kg par mannequin. Alors, cette attraction, c'est vous qui l'avez construite, hein. Oui. Entre le moment où on l'imagine et le moment où elle sort de terre, il se passe combien de temps? On a entre 18 mois et 2 années de conception, vraiment d'idée, de l'idée jusqu'à la conception, jusqu'au plan. Et on est à peu près sur 18 mois de fabrication, de réalisation de l'ensemble de la surface égyptienne et de l'attraction. Et alors, c'est des travaux pharaoniques, hein, comme au temps de l'ancienne Égypte. Il y a combien de personnes? Ce sont des travaux compliqués parce qu'on a beaucoup de métiers différents qui viennent s'imbriquer entre les décorateurs, les mécaniciens, mais on est sur une centaine de personnes jour maximum. Ouais, quand même. Alors, on l'a vu tout à l'heure, le parc compte beaucoup sur cette nouvelle attraction pour attirer des visiteurs. Qu'est-ce qui fait qu'elle est nouvelle? Les rails sont au-dessus de vous, vous êtes suspendu. Donc vous avez tout le temps les pieds dans le vide. Vous allez changer 8 fois de position. On a 8 figures. En haut, en bas, la tête en l'air. Dans tous les sens, c'est ce qui fait son charme et son plaisir. Est-ce qu'il y a des contre-indications? 1,30 m taille minimum, ne pas être enceinte forcément. Oui, ça de toute façon, je n'avais pas l'intention d'y aller. Sinon, ne pas être sujet aux crises d'épilepsie ou être cardiaque tout simplement. Bon, et on va aller voir comment est assurée la sécurité et la maintenance, parce qu'évidemment avec ce genre d'engin, on se pose la question. On va aller voir ça avec votre collègue. Merci beaucoup, Frédéric. Alors Philippe, vous êtes directeur technique du parc, donc vous gérez la maintenance de toutes les attractions, en gros. Hein. Alors les voilà nos bons hommes qui ont lesté le train tout à l'heure. Hein. Oui. Comment est-ce que la sécurité du passager est assurée? Tout d'abord, vous avez des sièges ergonomiques, comme vous voyez, qui épousent bien le corps humain. Ensuite, des harnais qui aussi englobent bien donc, les épaules et donc le torse. Et une fois qu'on est harnaché, on ne peut plus sortir. Ah non, on ne peut pas. Et ensuite, il y a une ceinture de sécurité pour encore assurer, le maintien du harnais. Et puis, il y a les tests que vous faites sur les trains. Les tests qu'on fait sur les trains, bien sûr, tous les matins et tous les soirs. Hein. Le soir, tous les trains sont checkés avec une liste assez exhaustive de tous les points de sécurité. Il y a 2 techniciens pendant 2-4 heures le soir. Hein, et le matin, on refait un check avec plutôt des tests dynamiques. C'est-à-dire qu'on fait tourner les trains en temps réel et on mesure les temps, on regarde un petit peu le freinage, comment il s'est comporté. Et comme ça, on arrive à voir si le train est bien pour les visiteurs pour la journée. Quoi. Et ça coûte cher, l'entretien, la maintenance des machines pour le parc? À peu près 4 millions. 4 millions d'euros par an. Oui. D'accord. Alors, on l'a vu sur le parc, il y a évidemment cette nouvelle attraction. Et puis, il y en a qui sont plus vieilles, 10, 15 ans parfois. Est-ce que 20 ans. Est-ce que ça ne pose pas un problème de sécurité lorsque les attractions vieillissent? Toutes les attractions sont logées à la même enseigne, sont dépecées totalement l'hiver, sont checkées de la même façon, sont radiographiées, toutes les visseries sont changées, tout est pesé. En fait, on a un train neuf chaque année. En fait, Bien, merci beaucoup Philippe. Merci Claire. Et on va parler tout autre chose maintenant. Nous allons parler GPS. Si vous ne vous déplacez jamais sans votre GPS ou que vous comptez en acheter un prochainement, vous allez être très intéressé par le reportage de Chris Mondet qui fait l'état des lieux sur les différents modèles proposés, entrée de gamme ou sophistiqués. Comment trouver celui qui vous ira le mieux? Regardez. Cette voiture, munie de 6 caméras sur le toit, s'apprête à parcourir un nouveau quartier. À l'intérieur, Jean-François Médina est très concentré. Il ne cherche pas sa route, bien au contraire. Alors ce véhicule sert à aller collecter des informations géographiques en vue de mettre à jour une carte pour un GPS. Allez, c'est parti pour une demi-heure de relevé.
On va rouler dans les différentes rues de ce quartier afin de collecter quelques informations. Et parce qu'apparemment, on nous a indiqué que certains noms de rues avaient peut-être changé. Il indique aussi les panneaux de signalisation, les axes routiers et même les restaurants. Une fois ces informations récoltées, les données sont cartographiées et vont alimenter les GPS que l'on trouve sur le marché. Car que l'on soit piéton ou conducteur, le GPS a pris une place grandissante dans notre vie. Commençons par étudier les GPS premier prix. Sur le GPS, est-ce qu'on peut regarder s'il y a du trafic sur le périph'? J'ai pas le trafic sur le... Ah bah oui, vous êtes entrée de gamme, c'est moi. Je suis habituée au luxe, je suis désolée. Et oui, il faut se contenter du minimum pour 70 €. Mais ce GPS rend tout de même quelques services. C'est un GPS qui inclut des points d'intérêt de base, type restaurant, hôtel. Également, donc, il y a toutes les fonctions d'un GPS, donc pour bien vous guider. Et aussi, nous, dans nos entrées de gamme, on a intégré tout ce qui est mise à jour à vie. La plupart des fabricants proposent ces mises à jour gratuites car le réseau routier change constamment. Cela permet d'économiser 40 € par an, prix d'une mise à jour sur ce type de modèle, pendant 7 ans, durée de vie du GPS. Passons maintenant à des modèles plus haut de gamme, comme ce GPS à 150 € qui propose une kyrielle d'options. Commande vocale. C'est une commande. Volume. Volume à 60%. 30. Volume à 30%. La différence entre un GPS premier prix et un GPS haut de gamme s'explique par la taille d'écran, par la couverture de la carte et des fonctions comme par exemple la commande vocale, l'infotrafic, les informations de vitesse en temps réel, ici, les vitesses autorisées sur la route. Et il nous prévient aussi des fameuses zones de danger. Ça peut être un radar, ça peut être la présence d'une zone à risque, une zone accidentogène. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence? Là où ça va se remarquer, c'est le processeur. Le processeur, c'est comme dans un ordinateur ou un téléphone, c'est l'unité qui fait tous les calculs. Des calculs, il y en a en permanence parce qu'il faut calculer tous les itinéraires routiers possibles. Bah forcément, en entrée de gamme, on aura un processeur beaucoup moins puissant que sur les modèles les plus onéreux. Donc la conséquence directe, c'est que quand on rate une route, le GPS doit recalculer l'itinéraire. Forcément, avec un processeur un peu poussif, eh ben, ça se répercute plus lentement. Donc on risque de perdre un petit peu patience. Passons maintenant au GPS intégré. Là, les concessionnaires veulent éblouir les conducteurs. C'est le GPS, le système de navigation avancé, très avancé. Le véhicule est construit tout autour du GPS, entre autres, pour être simple. C'est très contenu au niveau du tableau de bord et à tout moment, qu'on soit dans le véhicule ou à l'extérieur du véhicule, on peut décider de l'occulter et d'éviter d'attirer les regards. L'affichage est en 3D. Tous les bâtiments vont être en 3 dimensions et on va pouvoir se balader dans Paris comme si on était à pied. L'écran est tactile et la navigation est également intégrée au tableau de bord. Pratique. Mais ces options coûtent entre 1 400 et 3 000 € suivant les modèles, auxquels il faut ajouter 200 € par an pour la mise à jour. Alors, est-ce réellement un bon investissement ? Ce qui est formidable, c'est que quand on ne veut pas s'embêter avec des câbles, avec des systèmes de branchement, des trucs de partout, au moins c'est intégré. En revanche, quand on pense qu'un GPS dédié, super haut de gamme, écran géant, toutes les options disponibles est à 200 €, j'ai du mal à recommander l'option intégrée quand même. Autre type de GPS, cette fois-ci très économique, les GPS de smartphone. France 5, ici les Moulineaux. Déjà, ça va être gratuit, on va pouvoir l'utiliser grâce à son forfait internet. Donc ça, c'est intégré dans les smartphones, notamment Android. L'autre avantage, c'est qu'on va bénéficier de l'infotrafic aussi gratuitement. L'inconvénient principal, c'est qu'au bout de plusieurs heures d'utilisation en GPS avec l'écran allumé, évidemment, la batterie va être un peu courte. Et pour éviter tout dépassement de forfait téléphonique quand on part à l'étranger, l'astuce est d'acheter une application qui coûte 25 € et fonctionne indépendamment. Puisque vous avez des cartes embarquées, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre forfait téléphonique. Toutes les cartes sont dans votre appareil. Ainsi, les GPS de smartphone présentent de nombreux avantages. Pour le coup, sur un téléphone, les cartes sont en temps réel à jour. On a toujours les dernières versions. Ce sont des véritables ordinateurs, même surpuissants, beaucoup plus puissants que ce que les gens imaginent. Bref, ce sont vraiment des processeurs qui calculent très très vite et beaucoup plus vite que ceux des GPS routiers. Alors, avant d'acheter un GPS, demandez-vous sérieusement quels sont vos besoins réels. Pour une utilisation intensive, privilégiez le GPS routier. Le GPS intégré, souvent coûteux, est surtout destiné aux passionnés de voitures et les GPS de smartphone sont pratiques pour des itinéraires courts. Et sachez que le meilleur GPS est celui qu'on n'a pas besoin de regarder.
Bon voyage, conduisez prudemment. Merci d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, enquête sur un business très florissant, celui qui tourne autour de nos cheveux. Compléments alimentaires, extensions, implants, il y a un vrai marché autour de l'esthétique du cheveu. Une émission à ne pas rater. Allez, AV. S'informer et discuter pour mieux consommer, c'est aussi notre affaire sur France5.fr.